14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. On accueille aujourd'hui un petit nouveau, Laurent Beignet. Bonjour Laurent et bienvenue évidemment dans Paris Direct. Vous êtes directeur de la rédaction de The Conversation France qui intervient régulièrement sur cette antenne. On va parler d'un sujet qu'on évoquait à l'instant, évidemment, qui intéresse beaucoup les Français en ce moment. On a 4 jours du second tour des municipales, politique française, donc au programme du jour, avec un cliché que vous avez sélectionné pour vous. On va le regarder, c'est la tradition. Quelle photo vous nous avez réservée aujourd'hui ? Bah oui, forcément, un isoloir. C'est là où on va voter. Il y avait tout un choix de photos, Elisabeth, et j'ai choisi celle-ci parce qu'elle montre bien l'acteur principal de ce premier tour. Alors elle montre, il faut être un petit peu perspicace quand même, puisque ici on est dimanche matin à Perpignan, on est dans une ville qui quelques heures plus tard va réélire son maire sortant, Louis Alliot, au Rassemblement National, avec 17 000 voix, mais la personne qui nous intéresse sur cette photo, elle représente 37 000 Perpignanais et pourtant c'est la grande perdante. Elle représente aussi des millions et des millions de Français. Je pense que vous avez compris de qui je veux parler. C'est la personne qu'attendent les assesseurs, c'est l'abstentionniste. 42% d'abstentionnistes en France, c'est énorme pour ce premier tour. Alors, si on regarde un petit peu en arrière, mettons de côté les municipales précédentes, puisqu'il y avait le Covid, mais 2020... On dit que c'est un record hors Covid. Exactement, 6 points de moins. C'est quand même un sacré décalage. Et je vous le disais, les électeurs qui ne se déplacent pas sont les grands perdants de ce scrutin. Un record historique à la baisse, donc. On arrive à mesurer l'impact de cette abstention pour les populations aujourd'hui ? C'est pas facile, mais globalement, on sait que dans la vie, on brille rarement par son absence. Et en politique, c'est sûr, les absents ont toujours tort. Alors nous, à The Conversation, on a demandé à une trentaine de chercheurs d'écrire des papiers pour nous, avec plein d'angles vraiment intéressants. Et il y en a un, Antoine Lévesque, en l'occurrence, politiste à Dauphine, qui nous a proposé un sujet sur Vaux-en-Velin. Alors pourquoi Vaux-en-Velin ? Vous allez vite le comprendre. Vaux-en-Velin, vous connaissez cette ville proche de Lyon, dans la métropole lyonnaise. En quelques chiffres, Vaux-en-Velin, c'était une ville où en 1965, 74% des électeurs se déplaçaient pour aller voter. Dimanche, 37%. Moitié moins. Et dans certains bureaux, 27%, 26%, 25%. C'est énorme. C'est énorme. Et l'abstention, on arrive bien à la mesurer, c'est assez simple, il y a des chiffres, mais ce qu'on arrive un petit peu moins à mesurer, c'est l'impact. Et ce chercheur, il a eu une idée assez géniale, c'est de regarder les conséquences de ce faible vote sur un certain nombre de décisions, et en l'occurrence sur le tracé du métro et du tramway de la métropole lyonnaise. On sait que ces tracés sont décidés dans des instances délibératives, représentatives, mais évidemment, si on vote un petit peu moins, on est moins représenté. Et ce qu'on constate, c'est que les quartiers à fort habitat social, qui sont des quartiers où on vote moins, sont globalement moins représentés dans ces délibérations, et le tracé les contourne allègrement. Donc qui dit moins de desserte de transport public dit aussi moins d'investissement, et c'est des quartiers qui dépérissent peu à peu. Alors attention, c'est évidemment la poule et l'œuf. C'est parce qu'on vote moins qu'on est moins représenté dans ces instances, mais c'est aussi sans doute parce qu'on se sent moins représenté qu'on vote moins. Qu'on vote moins. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent des jeunes que vous êtes allés interviewer dans un super reportage que vous avez fait quelques jours avant le premier tour à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et je vous propose qu'on les écoute. Un reportage de Léa Le Bastard. J'ai l'impression que mon vote il sert à rien parce que dès le début on m'a fait comprendre que mon vote il allait servir à rien et du coup j'ai grandi avec cette mentalité. On dit souvent que la jeunesse elle se bouge pas, on dit souvent que la jeunesse elle est désintéressée de la politique, surtout cette jeunesse là de quartier populaire qu'on stigmatise beaucoup, qu'on fait croire qu'elle n'est pas capable de s'exprimer. Aujourd'hui on voit qu'elle sait le faire et que le sujet du vote est un sujet primordial parce que c'est ça qui fait que finalement on peut procurer des changements autour de nous. Aujourd'hui on fait le débat sur l'utilité de voter, comme tous les mois on fait des débats sur plusieurs thématiques. L'idée, c'est qu'avec ce genre d'initiative, on veut surtout qu'ils puissent s'informer et s'engager dans leur ville, s'engager dans leur quartier pour qu'ils puissent changer les choses à leur échelle. Par exemple, on a beaucoup d'endroits qui sont délabrés, les transports qui ne sont pas bien desservis et que c'était important en tant que nous, jeunes, de voter. Il y en a qui sont trop pris par l'emprise du quartier. Ils ne se sentent pas vraiment concernés par l'actualité du pays. Pour eux, c'est vraiment mon quartier, c'est mon oxygène, ça c'est ma vie. Au final, c'est toujours nous, on se plaint de ce qui se passe, de notre environnement, des choses qui changent, etc. Alors que nous, on ne fait pas en sorte que les choses bougent. Depuis le bas âge, on n'a pas ce truc de se dire ouais je vais aller voter, etc. Et même dans les maisons de quartier, ce qui est mis en avant, c'est surtout les choses extrascolaires. Il n'y a pas forcément d'ateliers sur le vote, la politique, etc. Et moi, je me sens pas vraiment concerné. Nous aussi, on va voter. Nous aussi, on représente un électorat. Et au bout d'un moment, il faut s'intéresser à nous. Il faut s'intéresser à nos questions.
Et forcément, si on commence à voter, on va commencer à plus nous prendre au sérieux et on va pouvoir essayer de construire des politiques qui nous touchent. Et si on vote pas, c'est d'autres personnes qui votent pour nous. Et ces personnes-là, croyez-moi, qui veulent pas notre bien. C'est pas des personnes qui veulent que nous on réussisse. Pour les municipales, justement, parce que nous, on est des quartiers prioritaires, du coup, et on est les quartiers qui votent le moins, sachant qu'on peut avoir un plus grand impact sur les municipales, etc., parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Voilà, Laurent, cette jeune fille qui répond aux questions de nos équipes de pas de quartier, qui parle de la situation finalement dans les quartiers populaires, mais le constat, il est valable pour toute la France. Hein. Oui, tout à fait. On retrouve ce discours d'électeurs qui ne se sentent pas représentés par leurs élus sur tous les territoires. Et ça se tient au final, parce que quand on regarde les chiffres, il y a quand même des petits problèmes de représentativité. Les sociologues Violette Arnoulet et Claudette Lafaille ont travaillé pour nous sur la Seine-Saint-Denis, dont on parlait à l'instant, et elles ont analysé les conseils municipaux et les listes de candidats de 40 communes de Seine-Saint-Denis pendant 20 ans. C'est un genre de travail que seuls des chercheurs peuvent faire et qui apporte des résultats très concrets qui permettent de dégager des tendances très nettes. Ces tendances, d'abord, il y a des bonnes nouvelles. On constate qu'il y a davantage de personnes racisées, on constate qu'il y a davantage de femmes dans ces conseils municipaux et c'est très bien en termes de représentativité. On constate aussi une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus que 11% d'employés et d'ouvriers en Seine-Saint-Denis, dans les conseils municipaux, alors que dans ce département, la population active, elle est constituée à 53% d'ouvriers et d'employés. C'est un écart qui est colossal. Donc peu représenté, finalement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à se sentir représenté par nos maires. Pourtant, à chaque sondage, on le répète, les maires sont les chouchous des Français, les élus préférés des Français. C'est vrai, félicitations à eux. 69% de Français leur font confiance, d'après le dernier baromètre Cevipof, et c'est à peu près stable sur 10-15 ans, donc ils sont aimés. Et puis je vais même aller plus loin, ils sont dans une situation qui politiquement leur est très très favorable. Pour comprendre ça, il faut regarder en arrière. Alors quand je dis en arrière, c'est vraiment en arrière, et c'est Luc Rouban, qui est sociologue politiste à Sciences Po, qui nous aide à y voir plus clair. Lui, ce qu'il nous explique, c'est que les communes en France, elles sont nées il y a à peu près 1100 ans. Sur l'emprise des paroisses catholiques, pour simplifier. Et c'est pas un hasard si elles sont nées précisément à ce moment de l'histoire. C'est qu'à ce moment-là, le pouvoir central était affaibli. Alors, c'est l'époque où les têtes couronnées valsent. On a Louis II d'Ille-Bègue, Louis III, Carloman II, Charles III le Gros. Ça rappelle des vieux souvenirs. L'histoire, là. Mais ça rappelle aussi des souvenirs très très récents. Ça rappelle la valse des premiers ministres qu'on a actuellement en France. Et historiquement, quand le pouvoir central est faible, il y a la place pour un pouvoir municipal qui est fort. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe actuellement en France ? Je ne vais pas vous répondre, vous avez une petite idée de la réponse, mais je vais laisser un de ces maires que vous avez interviewé, un maire démissionnaire, dans un documentaire que vous avez diffusé récemment sur les maires qui rendent leur écharpe. Il va vous dire un petit peu ce qu'il pense de sa fonction. C'est le dernier 7 en France, regardez. Alors, à la fois du temps de mon père et de mon grand-père, il y avait le cœur du village, il y avait l'ancienne scierie, il y avait une boulangerie, il y avait plusieurs commerces, plusieurs bars, plusieurs restaurants. Et au fur et à mesure du temps, le cœur du village lui-même est un peu désertifié. J'aurais adoré qu'il y ait un bistrot dans le village, qu'on puisse se retrouver, discuter, ou un lieu de vie. On appelle maintenant les lieux de vie, il y a une bibliothèque, il y a un lieu d'échange, il y a des services où tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, il n'y a plus ça dans le village, il n'y a plus de lieu névralgique où les gens se retrouvent. On n'a plus le rapport humain réel avec les gens. C'est des dossiers, de dossier à dossier. On en remplit des tonnes. Avec la préfecture, ça n'arrête jamais. Il faut remplir des pages et des pages et des pages. Et les normes changent tout le temps. C'est insupportable. Voilà, ce qu'on entend finalement dans la bouche de ces maires qui rendent leur écharpe, c'est que l'administratif, il est lourd et que l'État, il prend beaucoup de place au final dans les décisions. Tout à fait, l'État prend beaucoup de place. Il nous dit effectivement aussi que la gestion administrative, elle est complexe et ça pousse au pouvoir des gens qui sont des professionnels de la chose publique, des professionnels de la politique, et ça vient par effet de bord renforcer cet écart entre les électeurs et les élus. Mais il y a un autre point dont il ne nous parle pas et dont finalement on a très peu parlé pendant cette campagne et pourtant qui est assez central quand on parle de municipal, c'est l'intercommunalité. Vous savez que depuis 2014, toutes les communes sont tenues de faire partie de ces structures, donc on connaît les communautés de communes, les communautés urbaines, etc. Et ce sont des communes qui ont des attributions très, très fortes, que ce soit en termes de gestion des déchets, de transport, de fiscalité.
Et pourtant, elles sont un peu en dehors du radar. Et puis, en grossissant un peu le trait, on peut dire qu'elles ne sont pas pleinement démocratiques. Alors, je m'explique. Quand on va voter pour les municipales, on a beaucoup moins conscience qu'on va voter pour les fameuses structures intercommunales. Or, effectivement, un certain nombre des élus des conseils municipaux se retrouvent dans ces structures. Et plus invisible encore, il y a le jeu à l'intérieur de ces structures entre grandes et petites communes. Et ça, là aussi, c'est un travail de fourmi qui a été mené par deux sociologues. Ils auront éplucher une base de données pour comprendre comment se dégagent les majorités à l'intérieur de ces structures intercommunales. Et ce qu'ils constatent, ils ont appliqué la théorie des jeux, vous savez, c'est cette théorie, cette branche des mathématiques qui permet de comprendre comment les décisions sont prises. Et en l'appliquant, ils se sont rendus compte que globalement, il n'y avait pas de majorité sans la grande ville, et la grande ville de la structure intercommunale. Et ça, clairement, ça joue en défaveur des petites communes qui se sentent encore moins représentées. Donc ce qu'on voit, et pour schématiser, c'est qu'on a des électeurs qui se sentent de moins en moins représentés par leurs élus, et qu'on a des élus qui sont finalement démunis et qui manquent de pouvoir dans certaines situations. Et ça nourrit l'aquabonisme. Hein. À quoi bon aller voter dimanche prochain pour ceux qui sont concernés. Voilà, c'est ce qui explique aussi cette fatigue démocratique finalement. Tout à fait, ouais. Alors la fatigue démocratique, c'est un terme qu'il faut prendre quand même avec des pincettes parce qu'il donne un peu l'impression que c'est notre faute à nous, électeurs, si on est un peu fatigué par ce jeu démocratique et puis il y a un petit sous-discours qui laisse entendre que, après tout, soyez quand même pas trop, ne vous plaignez pas trop, vous pourriez être dans un régime qui est non démocratique. Moi, quand je demande aux chercheurs qui ont travaillé pour nous ce qu'ils pensent de cette fatigue démocratique, ils nous parlent plutôt d'une démocratie fatiguée, ce qui est très différent. C'est l'idée que depuis 2500 ans, on tourne autour de cette idée que nous a léguée la Grande Athènes et qu'on mériterait peut-être de se repencher dessus et d'injecter des nouvelles idées là-dedans. Alors, il y en a beaucoup sur notre site, sur The Conversation, et je vous encourage à venir le voir. On n'aura pas le temps de toutes les lister, mais il y a quand même des idées dont on a entendu parler les uns les autres. Je pense notamment aux référendums locaux. On en parle quand même pas mal, notamment à Paris. Au final, c'est quelques dizaines par an, 35 000 communes. On voit le décalage. C'est un outil qui est assez peu utilisé. C'est un outil qui est cher, qui est difficile à mobiliser, qui ne connaît pas toujours un grand succès public. Mais c'est un outil qui donne un signal fort en faveur de la démocratie locale. Il y a aussi ces intercommunalités dont on parlait. La théorie des jeux, elle ne permet pas seulement d'observer ce qui s'y passe, elle permet aussi de recommander des fonctionnements qui permettraient aux petites communes d'être mieux représentées. Puis il y a aussi des approches plus systémiques. J'en ai choisi une qui est portée par Murray Bookchin, un penseur qu'on connaît finalement assez peu, un penseur américain qui est mort il y a de ça une vingtaine d'années, mais qui est un des grands penseurs de la démocratie et qui lui a une idée centrale ou avait une idée centrale qui est le municipalisme, et son idée c'est de faire partir la chose publique de la commune, qui serait finalement l'élément central et de base de nos vies publiques, avec des citoyens qui s'assemblent dans les quartiers ou dans les villes pour prendre des décisions, et puis dès que le scope de la décision dépasse le simple cadre de la commune, eh bien on crée une confédération de ces communes, et le pouvoir naît comme ça de la base. Alors, c'est un petit peu tard, peut-être, pour l'appliquer. Ça a déjà été appliqué, ça ou... Oui, ça a été... Ça reste comme ça une belle idée, mais pas concrétisée. Ça a été appliqué au Rojava, donc dans le Kurdistan syrien. Ça fait loin. Ça fait loin, plus proche de nous. Ça a influencé un petit peu le renouveau démocratique barcelonais, dont on a pas mal parlé. Je crois que vous en avez pas mal parlé aussi sur votre antenne. Mais globalement, ça reste encore un concept à mettre en application. Puis de toute façon, soyons honnêtes, on n'aura pas le temps de le mettre en place d'ici à dimanche pour ceux qui doivent retourner voter. Alors qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Eh bien, on retrouve sa carte d'électeur, elle ne doit pas être bien loin. On peut voter sans même. Hein. On peut voter sans, parfait. Et on se rend à l'isoloir pour aller voter. Parce qu'en fait, si les maires sont, comme on le pense, des élus clés dans notre vie démocratique, il faut qu'ils soient bien élus, quels qu'ils soient. Il faut qu'ils puissent s'appuyer sur une forte participation. Et ça dépend de nous, donc la balle est dans notre camp. Voilà, message qui est lancé par Laurent Beignet. Merci beaucoup, Laurent, de The Conversation France. Tous les articles que vous avez vus apparaître à l'écran, vous pouvez évidemment les retrouver sur la page internet de The Conversation France. On vous retrouvera évidemment prochainement sur nos écrans. Merci de nous suivre. Restez à nos côtés parce que Paris Direct n'est pas tout de suite terminé. On vous laisse en bonne compagnie. C'est l'heure du grand format du jour, votre focus. Regardez.